Le chanteur de Queen, Freddie Mercury, et l'amour durable qu'il portait à sa meilleure amie et âme sœur, Mary Austin, est devenue l'une des histoires d'amour les plus célèbres et les plus inhabituelles de l'histoire de la musique britannique. L'ancienne fiancée du chanteur est devenue la confidente et partenaire de vie de la star de Queen, et c'est à elle que Freddie Mercury a dédié la chanson « Love of My Life ». La très discrète Mary Austin a vécu tranquillement dans la maison bien-aimée de Freddie Mercury à Londres, Garden Lodge, depuis sa mort dans une chambre à l'étage en 1991, lorsque, dans son testament, il lui a légué la maison et tout ce qu'elle contenait. Mais aujourd'hui, à 73 ans, Mary Austin brise son silence, laissant le monde sous le choc. Qui était donc Mary Austin? Mary Austin, née en 1951 à Fulham, Londres, est largement connue comme l'ancienne fiancée et confidente de Freddie Mercury pour toute sa vie. Élevée par ses parents sourds, Mary communiquait avec eux par la lecture sur les lèvres et le langage des signes, un aspect unique de son éducation. Bien que la relation amoureuse entre Mary et Freddie ait pris fin lorsqu'il a fait son coming out, leur lien est resté indéfectible. Freddie qualifiait souvent Mary de « mon seul véritable amour », et elle est restée à ses côtés jusqu'à sa mort en 1991. Mary n'a pas participé à la production du film Bohemian Rhapsody en 2018, mais on dit qu'elle a donné son approbation au film. Sa relation durable avec Freddie Mercury et sa vie discrète à Garden Lodge, la maison qu'il lui a laissée, font d'elle une figure de fascination et d'admiration pour les fans de Queen et les amateurs de musique. Comment Freddie Mercury a-t-il rencontré Mary Austin? La relation remarquable entre Freddie Mercury et Mary Austin a commencé en 1969, un an avant que Mercury ne forme Queen avec ses coéquipiers Brian May, Roger Taylor et plus tard John Deacon. Né Farrokh Bulsara à Zanzibar, en Tanzanie, en 1946, Mercury a déménagé en Angleterre avec ses parents dans les années 1960. Mary Austin, née en 1951 dans une famille pauvre du quartier de Battersea, au sud de Londres, était la fille d'un poseur de papier peint et d'une domestique. Ses deux parents étaient sourds. Mary et Freddie se sont rencontrés pour la première fois alors qu'elle travaillait dans le magasin de vêtements branché de Londres, Biba. Mercury, ayant juste terminé ses études d'art, travaillait dans un stand de vêtements à proximité, à Kensington. Au départ, Austin était hésitante face à la personnalité parfois extravagante de Mercury, mais ils sont rapidement devenus un couple, vivant ensemble dans un petit appartement alors que Mercury poursuivait sa carrière musicale. « Il était comme personne que je n'avais jamais rencontré avant », a déclaré Austin à OK Magazine en 2000. « Il était très confiant, et je n'avais jamais été confiante. Nous avons grandi ensemble. Je l'aimais bien, et tout s'est enchaîné à partir de là. » Mark Blake, auteur de « Is This the Real Life? The Untold Story of Freddie Mercury and Queen » a noté « Elle semblait être terre à terre. Ils se sont rapidement mis ensemble apparemment. Ils se connaissaient depuis quelques mois, puis soudain, ils vivaient ensemble. » Sa relation avec Freddie Mercury. Lorsque Mary Austin a entamé une relation avec Freddie Mercury, il était encore loin de la renommée internationale et leur style de vie n'était pas particulièrement glamour. Ils vivaient dans un minuscule studio et faisaient des choses normales comme n'importe quel autre jeune couple. Pourtant, les choses ont continué à évoluer, tant dans la vie personnelle du couple que dans la carrière de Mercury. Austin avait mis du temps à s'attacher à Mercury, malgré le fait qu'ils aient commencé à vivre ensemble presque immédiatement. Comme elle l'a expliqué, « Il m'a fallu environ 3 ans pour vraiment tomber amoureuse, mais je n'avais jamais ressenti cela pour personne. » C'est à cette époque, en 1972, que le groupe de Mercury, Queen, a également signé son premier contrat d'enregistrement et a eu son premier succès. Le couple a pu déménager dans un appartement plus grand, mais ce n'est que lorsque Mary Austin a vu son petit ami se produire dans son ancienne école d'art qu'elle a réalisé que leur vie allait changer à jamais. En le voyant se produire devant une foule enthousiaste, elle a pensé
Freddie était tellement bon sur scène, comme je ne l'avais jamais vu auparavant. Pour la première fois, j'ai senti « Voici une star en devenir ». Austin était convaincu que ce nouveau statut de célébrité pousserait Mercury à l'abandonner. Le soir même où elle l'a vu se produire à l'école, elle a tenté de partir et de le laisser avec ses fans adorateurs. Mercury, cependant, l'a rapidement rattrapée et a refusé de la laisser partir. Comme Mary Austin s'en souvient, à partir de ce moment-là, j'ai réalisé que je devais suivre le mouvement et en faire partie. À mesure que tout prenait son envol, je le regardais s'épanouir. C'était merveilleux à observer. J'étais tellement heureuse qu'il veuille être avec moi. Queen est rapidement devenu un groupe de renommée mondiale avec Mary Austin aux côtés du chanteur tout au long du chemin. La demande en mariage de Mercury était inattendue. Le couple a finalement déménagé dans un appartement plus grand sur Holland Road, à Londres. En 1973, la même année où Queen a sorti son premier album, Freddie a demandé Mary en mariage de manière mémorable et ludique. Quand j'avais 23 ans, il m'a offert une grande boîte le jour de Noël. À l'intérieur se trouvait une autre boîte, puis une autre, et ainsi de suite. C'était comme l'un de ces jeux espiègles. Finalement, j'ai trouvé une jolie bague en jade dans la dernière petite boîte, a partagé Austin avec le Daily Mail en 2013. Incertaine de ce qui se passait, Austin a demandé à Freddie sur quelle main elle devait mettre la bague. Il a répondu en disant la main gauche, puis lui a demandé de l'épouser. J'étais choqué. Ce n'était vraiment pas ce à quoi je m'attendais. J'ai simplement murmuré « Oui, je le veux ». Dans les années suivantes, la notoriété de Queen a grandi avec la sortie des albums Sheer Heart Attack en 1974 et A Night at the Opera en 1975, qui comprenait la ballade Love of My Life, prétendument écrite pour Austin. Alors que la célébrité du groupe atteignait des sommets, celle de Freddie aussi. Sa crinière sauvage, son sourire éclatant, ses costumes flamboyants et ses performances excentriques, combinées à sa voix de presque 4 octaves, attiraient des foules du monde entier pour voir Queen se produire. Cependant, elle ne deviendra jamais officiellement l'épouse de Freddie Mercury. À cette époque, leur romance avait atteint son apogée. Le couple était fiancé et Mercury avait déclaré son amour pour Austin au monde entier en lui dédiant la chanson Love of My Life. Queen avait connu un immense succès international et les jours où ils partageaient un petit studio semblaient loin derrière. Austin croyait que Mercury était gay et non bisexuel. Cependant, juste au moment où la carrière de Mercury atteignait son apogée, leur relation commençait à se désintégrer. Après presque 6 ans de relation avec le chanteur, Mary Austin a réalisé que quelque chose n'allait pas, même si je ne voulais pas vraiment l'admettre, a-t-elle expliqué. Au début, elle pensait que cette nouvelle distance entre eux était due à sa célébrité nouvelle. Elle a décrit comment, quand je rentrais du travail, il n'était tout simplement pas là. Il rentrait tard. Nous n'étions plus aussi proches qu'avant. L'attitude de Mercury envers leur mariage avait également changé de manière drastique. Lorsqu'elle lui a timidement demandé si c'était le moment d'acheter sa robe, il a répondu « non », et elle n'a plus abordé le sujet par la suite. Elle ne deviendrait pas l'épouse de Freddie Mercury. Elle a décidé de confronter Freddie à ce sujet. Je lui ai dit « quelque chose se passe et j'ai juste l'impression d'être un fardeau pour toi. Je pense qu'il est temps pour moi de partir », se souvient-elle dans OK Magazine. Mercury a insisté qu'il n'y avait rien de mal, mais Austin a remarqué que leur relation se refroidissait au même moment où le groupe rencontrait un succès incroyable. Freddie rentrait de plus en plus tard la plupart des nuits, et Austin soupçonnait qu'il pouvait avoir une liaison avec une autre femme. Cependant, en 1976, alors qu'il était déjà une star internationale, il a décidé de lui parler de ses sentiments sexuels en évolution. Je n'oublierai jamais ce moment, a confié Austin au Daily Mail. Étant un peu naïve, j'avais mis du temps à comprendre la vérité. Par la suite, il s'est senti bien de m'avoir enfin dit qu'il était bisexuel. Bien que je me souvienne lui avoir dit à l'époque « Non, Freddie,
Je ne pense pas que tu sois bisexuel. Je pense que tu es gay. Cette révélation a mis fin à leur relation physique, et Austin a déménagé dans un appartement voisin, acheté pour elle par la maison d'édition musicale de Mercury. Malgré ce changement, elle est restée une partie intégrante du cercle élargi du groupe. Elle les accompagnait en tournée. Il y a des photos d'eux ensemble dans les coulisses des concerts jusqu'à la fin des années 70, à une époque où ils n'étaient mais plus un couple, explique le biographe Blake. Freddie était, à toutes fins utiles, un homme gay. C'est une partie très intéressante de leur histoire. Avoir vécu ensemble comme un couple, avec elle croyant à un moment donné qu'ils allèrent se marier, puis devoir accepter le fait qu'ils couchaient avec des hommes. Malgré cela, ils sont restés de si bons amis pendant si longtemps par la suite. Elle était restée dans l'entourage du groupe parce qu'elle faisait partie de son entourage. Elle était la personne la plus importante dans cet entourage. Mercury a avoué se sentir soulagé après avoir dit la vérité à Mary Austin. Le couple a annulé leur fiançailles et Austin a décidé qu'il était temps pour elle de partir. Mercury, cependant, ne voulait pas qu'elle aille très loin et il lui a acheté un appartement près du sien. Bien que leur relation ait changé, le chanteur gardait toujours une grande affection pour son ancienne petite amie, expliquant dans une interview de 1985 que « Le seul ami que j'ai est Mary, et je ne veux personne d'autre. Nous croyons l'un en l'autre, c'est suffisant pour moi. » Mary Austin a finalement eu 2 enfants avec le peintre Pierce Cameron, bien que Cameron ait toujours eu l'impression d'être éclipsé par Freddie, et il a fini par disparaître de sa vie. De son côté, Mercury a entretenu une relation de 7 ans avec Jim Hutton, bien que le chanteur ait plus tard déclaré « Tous mes amants me demandaient pourquoi ils ne pouvaient pas remplacer Mary, mais c'est tout simplement impossible. » Austin est resté aux côtés de Mercury jusqu'à sa mort. Austin a été témoin de la vie de démesure que menait Mercury, embrassant le style de vie rockstar alimenté par l'abus de substances et les relations sexuelles occasionnelles. Pendant ce temps, Austin a tracé son propre chemin. Elle a eu 2 fils avec le peintre Pierce Cameron, Richard, dont Mercury était le parrain, et Jamie, né peu de temps après la mort de Mercury. Bien qu'elle n'ait jamais épousé Cameron, son mariage avec l'homme d'affaires Nick Holford s'est terminé par un divorce après 5 ans. Malgré l'évolution de leur vie personnelle, Austin n'a jamais été absente longtemps de la vie de Mercury. Elle aurait travaillé pour sa société de gestion et est restée une présence constante, surtout dans les années qui ont précédé sa mort. Lorsque Mercury a été diagnostiqué séropositif en 1987, il n'existait aucun traitement efficace contre le virus. Il est décédé des suites de complications liées au sida le 24 novembre 1991. Mary Austin et Jim Hutton étaient tous 2 aux côtés de Freddie Mercury lorsqu'il a contracté le sida en 1987. À l'époque, il n'y avait pas de remède contre la maladie et Austin et Hutton l'ont soigné du mieux qu'ils pouvaient. Austin se souvenait comment elle s'asseyait chaque jour à côté du lit pendant des heures, qu'il soit réveillé ou non. Il se réveillait, souriait et disait « Oh, c'est toi, vieille fidèle. » Il la gardait près de lui lorsqu'il est tombé malade, explique Blake. Le fait qu'elle ait été si bien prise en charge dans le testament, elle a reçu la maison et une part des droits d'auteur, en dit long. Il lui a effectivement laissé beaucoup de choses, comme s'il les léguait à sa veuve. Mary était probablement bonne pour le garder les pieds sur terre. Elle était là avant l'argent, avant la célébrité, et elle était là à la fin. En repensant à la mort de Mercury, Austin dit avoir perdu quelqu'un qu'elle considérait comme son amour éternel. « Quand il est mort, j'ai ressenti que nous avions eu un mariage », a-t-elle confié à OK. Nous l'avons vécu pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie. Tu ne pourrais jamais laisser partir Freddie à moins qu'il ne meure, et même à ce moment-là, c'était difficile. Austin a soutenu la décision de Mercury de garder la nature de sa maladie secrète jusqu'à peu de temps avant sa mort. Il lui a également confié la tâche de recueillir ses cendres et de les placer dans un endroit privé, un secret qu'elle garde encore à ce jour. Respectant ses souhaits, Austin a attendu 2 ans après sa mort avant de retirer discrètement ses cendres de la maison où il est décédé.
Elle réside toujours dans cette maison, entourée de nombreux meubles choisis par Mercury. Il ne voulait pas que quiconque essaie de déterrer ses restes, comme cela s'est produit avec certaines personnes célèbres, a-t-elle déclaré au Daily Mail. Les fans peuvent être profondément obsessionnels. Il voulait que cela reste un secret, et cela restera ainsi. Malgré les circonstances étranges de leur relation, après la mort de Mercury, Austin a déclaré « J'ai perdu quelqu'un que je pensais être mon amour éternel ». Cela prouvait que l'amour prend souvent la forme de deux âmes sœurs qui se font confiance, prennent soin l'une de l'autre, croient l'une en l'autre et se comprennent complètement. Lorsque Mercury est décédé en 1991 d'une pneumonie bronchique liée au sida à l'âge de 45 ans, Austin était à ses côtés, comme elle l'avait été pendant une grande partie de sa vie adulte. Mary Austin a-t-elle eu des enfants? Mary Austin a 2 enfants avec son premier compagnon, le peintre Pierce Cameron. Le couple a accueilli leurs fils, Richard et Jamie, durant leur relation. Freddie Mercury, proche de Mary et de sa famille, était le parrain de Richard jusqu'à sa disparition prématurée. Mary et Pierce ne se sont jamais mariés, mais leur relation a duré jusqu'au début des années 1990. Elle a ensuite épousé l'homme d'affaires Nicholas Holford en 1998, mais leur mariage s'est terminé par un divorce en 2000. Malgré ces changements dans sa vie personnelle, le lien durable de Mary avec Freddie et la vie qu'ils ont partagée est resté une constante. Où est Mary Austin aujourd'hui? Après la mort de Freddie Mercury, il a été révélé qu'il avait légué à Mary Austin la moitié de sa fortune de 75 millions de livres sterling, comprenant leur précieuse demeure géorgienne de 25 millions de livres à Kensington. Mary continue de mener une vie tranquille dans cette maison, bien que des fans la visitent régulièrement. L'intérieur somptueusement décoré du manoir de 28 pièces est resté en grande partie inchangé depuis l'époque de Freddie. Mary, qui avait personnellement conçu l'intérieur avec des meubles Louis XV pour Freddie, ne voit aucune raison de le modifier. Cependant, dans un geste surprenant en 2023 qui a stupéfié les fans de Queen du monde entier, Mary a annoncé sa décision de mettre aux enchères 1500 objets appartenant à Freddie, y compris des costumes, des instruments et des paroles de chansons manuscrites. Dans une interview exclusive à la BBC, Mary a expliqué les raisons de cette décision importante. Le moment est venu pour moi de faire le choix difficile de fermer ce chapitre très spécial de ma vie, a-t-elle déclaré. Je dois mettre de l'ordre dans mes affaires, a-t-elle poursuivi, ajoutant « J'ai décidé qu'il ne serait pas juste pour moi de garder ces objets. Si je décidais de vendre, je devais être courageuse et tout vendre. » Mary Austin a reçu plus de 60 millions de dollars grâce au succès de Bohemian Rhapsody. Le film de 2018 s'est avéré extrêmement rentable pour la famille de Freddie et pour Mary Austin, sa compagne bien-aimée. Mary a reçu plus de 60 millions de dollars grâce à une disposition dans le testament de Freddie Mercury. À sa mort en 1991, Freddie avait décidé de lui attribuer 50% de ses revenus futurs. Mary, ayant inspiré la célèbre chanson d'amour « Love of My Life » en 1975. L'autre moitié de ses revenus a été répartie entre ses parents et sa sœur cadette, Kashmira Bulsara. Bohemian Rhapsody raconte la vie de Freddie Mercury en tant que chanteur charismatique de Queen, le légendaire groupe de rock britannique. Avec des revenus dépassant les 900 millions de dollars, il se classe parmi les films les plus rentables de 2018. Kashmira Bulsara, la sœur de Freddie, a reçu environ 25 millions de dollars, tandis que les autres membres de Queen ont collectivement gagné environ 90 millions de dollars grâce au succès du film. L'histoire non racontée de Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody met en lumière des aspects de sa vie qui ne sont pas apparus à l'écran. Pourtant, il existe de nombreux faits sur Freddie que même la plupart des fans n'ont jamais entendus. Voici la vérité non dite sur Freddie Mercury. Le pays natal de Freddie n'existe plus. Freddie Mercury est né Farrokh Bulsara le 5 septembre 1946 selon Britannica. Ses parents, Bomi et Jer Bulsara, étaient Parsis.
Tous deux avaient émigré de leur Inde natale à Zanzibar, en Afrique, où le futur chanteur de Queen est né. Le fait est que Zanzibar n'est plus un lieu, ou du moins, n'est plus une nation souveraine. Selon Britannica, cette petite île, juste au large de la côte, est de l'Afrique centrale, avait été un territoire britannique pendant la première moitié du XXe siècle. En 1963, elle est devenue une nation indépendante, tout en restant membre du Commonwealth britannique. Cependant, ce statut fut de courte durée. En janvier de l'année suivante, une révolte communiste a entraîné le renversement du sultanat arabe et l'établissement d'une république à sa place. Les Africains autochtones, la majorité de la population, ont alors dirigé le territoire pour la première fois. Mais cela n'a pas duré non plus. En avril de cette année-là, Zanzibar et le Tanganyika se sont unis pour former la nation moderne de Tanzanie. Les Bulsara ont fui le pays lorsque la révolution a éclaté et se sont réinstallés à Feltham, en Angleterre, à l'ouest de Londres. Là, Mercury a terminé son adolescence, a fréquenté l'Ealing Technical College and School of Art, aujourd'hui partie de l'Université de West London, et a ensuite rencontré les autres membres de ce qui allait devenir Queen. Freddie Mercury aimait collectionner les timbres dans son enfance. Freddie Mercury, connu pour sa carrière musicale légendaire, avait une passion inattendue dans sa jeunesse, collectionner des timbres. Entre 9 et 12 ans, selon le musée postal britannique, le jeune Farrokh Bulsara a amassé une collection notable de timbres anciens, désormais présentés dans une exposition itinérante. L'approche de Mercury pour collectionner les timbres était à la fois méticuleuse et éclectique. Il organisait ses timbres dans son album en utilisant différentes méthodes, par taille sur certaines pages, par type sur d'autres, et même par couleur ou par inscription ailleurs. Si une page particulière manquait du timbre adéquat pour compléter son motif, Mercury laissait des espaces vides, témoignant de son sens artistique et de son souci du détail dès son plus jeune âge. On suppose que Mercury avait hérité de son intérêt pour les timbres de son père, Bomi, qui était également un collectionneur passionné. Après la mort de Freddie en 1991, Bomi a fini par mettre aux enchères à la fois sa propre collection et celle de Freddie. Au fil des ans, ces collections ont été exposées à travers le monde, de Prague à l'Australie, présentant non seulement des timbres, mais aussi une facette méconnue de la jeunesse du musicien emblématique. Mercury a personnellement conçu le logo de Queen. De nombreux musiciens créent leur propre logo, souvent par nécessité avant de signer un contrat de disque, lorsque les fonds sont insuffisants pour embaucher des graphistes. Pourtant, la plupart des logos de groupe sont relativement simples. Les Rolling Stones présentent une langue, Metallica, Kiss et AC/DC stylisent leur nom, tandis que Black Flag et les Red Hot Chili Peppers utilisent des symboles minimalistes. Nirvana a opté pour un smiley excentrique. Mais Queen s'est distingué avec un logo plus proche d'un blason médiéval. Il représente un phénix aux ailes déployées, une langue en forme de serpent, survolant une lettre Q stylisée ornée d'une couronne sertie de bijoux en son centre. Autour de ces éléments figurent des représentations des signes astrologiques de chaque membre du groupe. Le signe du guitariste Brian May, Cancer, est symbolisé par un crabe perché au sommet du Q. Les lions, John Deacon et Roger Taylor, sont encadrés par des lions rugissants, tandis que le signe de Vierge de Freddie Mercury est représenté par des fées assises en dessous. Cette œuvre d'art complexe a été réalisée par Freddie Mercury lui-même. Sa formation à l'école d'art lui a donné les compétences nécessaires pour concevoir un tel logo. La version originale, plus simple et apparue pour la première fois sur la pochette intérieure du premier album du groupe, a évolué au fil du temps pour devenir l'emblème plus élaboré et reconnaissable que l'on connaît aujourd'hui. Freddie a refusé de faire réparer ses dents parce qu'il pensait qu'elles l'aidaient à bien chanter. Ne soyez pas gênés si vous vous retrouvez à vous concentrer sur les dents de Freddie Mercury chaque fois que vous voyez une photo de lui. Il avait une proéminente malocclusion causée par 4 dents supplémentaires appelées mesiodens, comme l'indique Miller's Music.
Mercury était très conscient de son apparence et couvrait souvent ses dents. Peut-être est-ce pour cela qu'il a laissé pousser cette moustache emblématique? Vous vous demandez peut-être pourquoi il n'a pas opté pour des soins dentaires. Après tout, Freddie Mercury ne manquait pas d'argent. Cependant, il croyait que ses dents supplémentaires contribuaient à sa voix exceptionnelle. Il pensait que l'espace supplémentaire dans sa bouche poussait sa mâchoire vers l'avant, ce qui augmentait son étendue vocale. Miller's Music explique en quoi la voix de Mercury était vraiment exceptionnelle. Le chanteur pouvait passer sans effort des notes basses, moyennes et hautes, les délivrant avec précision et justesse. Plus précisément, son registre vocal s'étendait d'environ 92,2 Hz à 784 Hz, couvrant de F2 à G5, un incroyable écart de 3 octaves. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les termes musicaux, c'est extraordinairement impressionnant. Bien que l'impact exact des dents de Mercury sur ses capacités vocales reste débattu, il a clairement privilégié la préservation de son talent vocal plutôt que des considérations esthétiques. Après tout, il ne gagnait pas sa vie grâce à son apparence. Freddie et Michael Jackson n'ont pas eu la meilleure expérience en enregistrant ensemble. Sur le papier, une collaboration entre deux des plus grandes stars du rock et de la pop, Freddie Mercury et Michael Jackson, aurait dû être un succès assuré avec les deux artistes au sommet de leur carrière en 1983. Ils ont enregistré 3 duos ensemble, There Must Be More to Life Than This, Victory et State of Shock. C'était de superbes chansons, a commenté Mercury dans la Mercury, An Intimate Biography of Freddie Mercury. Mais le problème était le temps, car nous étions tous les deux très occupés à cette période. La réponse diplomatique de Mercury cache les bizarreries et les tensions qui ont marqué leur session. Selon The Great Pretender, Mercury a un jour appelé son manager en pleine frustration, en s'exclamant « J'enregistre avec un lama. Michael amène son lama de compagnie au studio tous les jours et je n'y suis vraiment pas habitué, j'en ai assez et je veux partir. » De son côté, Jackson aurait eu ses propres préoccupations, notamment concernant la consommation de cocaïne de Mercury pendant les sessions. Les rapports sont divergents quant à l'objectif initial des enregistrements, mais quels que soient les plans, les morceaux sont restés inédits pendant des décennies. Enfin, en 2014, les enregistrements ont été dévoilés. Mercury était un introverti. Quand on pense à Freddie Mercury, on l'imagine probablement commandant la scène dans des tenues flamboyantes, captivant le public avec sa voix puissante. Cependant, contrairement à sa personnalité publique, la superstar était en réalité assez introvertie. Ceux qui étaient proches de lui, notamment ses amis, sa famille et ses collaborateurs familiers de sa vie privée, le décrivent comme timide et introspectif, bien loin de la personnalité exubérante qu'il affichait sur scène. Il voulait mener une vie aussi normale que possible, a déclaré Madame Bulsara, la mère de Mercury. Il y avait sa vie professionnelle d'un côté et sa vie de famille de l'autre. Il rentrait à la maison et demandait « Maman, tu fais tes biscuits au fromage spéciaux ?» Malgré sa célébrité, Mercury chérissait ses liens familiaux, invitant souvent sa mère à cuisiner pour ses compagnons de groupe et son équipe. Dans la vraie vie, personne ne connaissait vraiment Freddie, a écrit Roger Taylor dans une lettre citée par Mercy & Queen. Il était timide, doux et gentil. Il n'était jamais la personne qu'il était sur scène. Des sentiments similaires sont partagés par d'autres qui connaissaient Mercury intimement. Reinhold Mack, ancien producteur de Queen, l'a décrit comme incroyablement modeste et timide, des caractéristiques qui reviennent souvent dans les descriptions de lui. Dave Clark, du groupe Dave Clark 5, a ajouté « Dans sa vie privée, il était l'exact opposé de la star provocante. Il était très attentionné. Mercury pensait qu'il était mauvais au piano. » L'héritage de Freddie Mercury en tant que l'un des plus grands leaders de rock est indiscutable, figurant souvent en tête des listes pour sa présence scénique électrisante et son incroyable tessiture vocale. Sa capacité à captiver le public, comme en témoigne la performance emblématique du Live Aid de 1985, montrait ses talents quasi magiques à leur apogée.
Étonnamment, Mercury nourrissait des insécurités quant à ses compétences au piano, un aspect crucial de nombreux succès de Queen. Des chansons comme Somebody to Love, Killer Queen, We Are the Champions et Crazy Little Thing Called Love ont été composées au piano et mettent l'instrument en avant. Les premières notes de Bohemian Rhapsody font partie des séquences de piano les plus instantanément reconnaissables de l'histoire de la musique. Malgré sa maîtrise, Mercury invitait souvent des musiciens invités à jouer des claviers lors des concerts de Queen. Cela lui permettait de se concentrer sur son rôle de leader, où il excellait à captiver les foules avec sa présence scénique charismatique. Et voilà qui conclut notre exploration du côté moins connu de Freddie Mercury. Si vous avez apprécié en apprendre davantage sur cette figure emblématique, montrez-nous votre soutien en aimant cette vidéo et en vous abonnant à notre chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Restez à l'écoute pour plus d'histoires captivantes. À bientôt et prenez soin de vous. Au revoir pour l'instant.